Il est là, Samsung Galaxy A37 5G. Est-ce que ce smartphone est intéressant? Est-ce qu'il faut l'acheter? Quelles sont les nouveautés par rapport au modèle de l'année dernière, le Galaxy A36 5G qui reste actuel? Je vais tout vous dire, savoir s'il faut l'acheter ou pas, craquer en 2026 pour ce smartphone. Vous êtes prêts? On y va. Commençons par ouvrir la boîte. Comme ça, je fais ça en 2 temps, le tournage de cette vidéo. On ouvre, on regarde, c'est très sommaire, pas de bloc de charge ici. On sait qu'en Europe, je sais pas où vous êtes dans le monde, en tout cas en Europe, il n'y a plus de bloc de charge inclus. Le smartphone qui est là, ici à l'intérieur, je vais toujours avoir de quoi ouvrir mon tiroir de carte SIM. Je vais toujours avoir à l'intérieur un câble pour le recharger parce que même si je n'ai plus mon bloc de charge inclus, j'ai mon câble qui est là, USB-C, USB-C. Un peu de documentation, bon, très simple. Ensuite, le smartphone qui est là, hop, je tire, il vient. On enlève la languette. Alors là, vous le voyez, il existe en plusieurs couleurs ce smartphone. Moi, je l'ai en coloris blanc. Il existe en lavande, en blanc, comme je l'ai là, vous l'avez vu, également en vert foncé et en graphite. Ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on avait avant dans cette gamme de produits, c'est que le design a été harmonisé au niveau du bloc photo. On a donc un nouveau bloc photo, ça c'est assez joli et j'aime bien. D'autant plus que, regardez, je vous montre ici le Galaxy S26 Ultra, le plus haut de gamme. Eh bien, on a sensiblement le même esprit au niveau du design. Alors, bien évidemment, il y a une différence de taille entre ces deux smartphones parce que c'est pas du tout le même prix. Là, on est dans le milieu de gamme, là, on est vraiment dans le très haut de gamme, mais malgré tout, il y a une signature Samsung et ça, je trouve ça très sympa. C'est un smartphone qui est assez fin, ça c'est quand même pas mal. Il fait 7,4 mm d'épaisseur, il pèse 186 grammes, il a pris 1 gramme par rapport au Galaxy A35 qui faisait 195 grammes. Pour moi, ça fait aucune différence. Ce que je trouve assez joli, c'est les finitions qui sont assez premium, je trouve, avec un dos en verre. On a un vrai dos en verre ici. Le dos en verre, c'est bien, mais ça a un inconvénient, c'est que c'est assez salissant. Ça prend les traces de doigts. Sur cette couleur-là, vous les verrez peut-être pas énormément. Par contre, sur certaines couleurs, on les verra davantage. On va donc être plus souvent à venir nettoyer, enfin en tout cas à passer un petit coup de chiffon ou sur un petit coton comme ça en faisant attention à ne pas le rayer, à ne pas l'abîmer. C'est quand même un petit peu salissant. Le deuxième effet, c'est que c'est assez réfléchissant. Vous voyez par exemple, là, il y a ma lumière en haut. On va la voir davantage, donc il y a un effet un peu miroir. Voilà. Donc d'un côté, c'est assez premium. De l'autre côté, ça a quelques petits désavantages, mais rien de bien problématique. L'autre point qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez tout un châssis qui est en plastique, mais qui, je trouve, quand même, est pas mal. Donc, le fait que vous ayez ce plastique-là, qui a un espèce de faux effet métal, attention, hein. Donc ça, je trouve ça quand même plutôt pas mal fichu. Donc, le côté plastique avec le dos en verre, ça me surprend pas, ça fonctionne. Je trouve quand même que ce smartphone a un côté premium. Pour voir qu'on est dans un smartphone milieu de gamme, on n'est pas sur le A57, on est bien sur le A37 qui est donc en dessous, et ben je trouve ça pas mal du tout. L'autre truc qui est important à savoir, c'est que c'est pour autant un smartphone qui est résistant. Vous avez un Corning Gorilla Glass Victus Plus à l'arrière, mais également à l'avant. On l'avait déjà sur la génération précédente, donc ça c'est pas une nouveauté. Les finitions sont soignées, le design est sérieux, et puis il y a un truc qui est intéressant qu'on n'avait pas l'année dernière, on a une certification IP68. Donc le smartphone est plus résistant à la poussière et à l'eau que ce qu'on avait l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était une certification IP67, donc votre smartphone est toujours plus résistant. D'un point de vue design, résistance et solidité, pour moi, le Galaxy A37 coche toutes les cases. Smartphone configuré, on revient ici, on en parle. Alors regardez, ici, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez un grand écran 6,7 pouces, c'est la même chose que l'année dernière, même diagonale, même technologie d'écran, c'est du Super AMOLED. Super AMOLED, c'est de l'AMOLED, c'est de l'OLED. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que sur votre smartphone, quand vous allez avoir un pixel noir, notamment lorsque vous passez ici, par exemple, dans les paramètres de l'écran, eh bien, un pixel noir, comme là, vous voyez, tout est noir, ça veut dire que tous les pixels là sont éteints, donc ils ne consomment pas. C'est une des différences qu'on a avec le LCD, où le noir est fabriqué à partir d'une lumière. Ici, non, c'est éteint. Donc ici, on a des noirs profonds, des contrastes infinis, donc c'est vraiment mieux pour regarder vos films, vos séries. Donc ça, c'est bien, et en termes d'économie d'énergie, c'est quand même vachement mieux d'avoir du Super AMOLED que d'avoir du LCD. Donc ici, Samsung continue avec son Super AMOLED, donc c'est vraiment bien. Ce qu'ils ont changé cette année, par contre, c'est que l'écran est plus lumineux. L'année dernière, on avait un pic de luminosité maximale à 1700 nits. Cette année, on passe sur du 1900 nits, donc ça sera encore plus agréable. Donc ça sera encore mieux lorsque vous voulez venir regarder votre smartphone en extérieur et qu'il y a beaucoup de lumière. Vous verrez ce qui se passe sur l'écran de votre smartphone, donc c'est mieux. Par contre, la résolution est toujours la même, c'est du Full HD+. Vous avez toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça c'est bien dans la fluidité des mouvements
simplement, vous venez ici, vous voyez, vous le laissez en adaptatif. Si vous voulez économiser un peu de batterie, vous passez en standard, mais vous laissez en adaptatif ici, vous n'aurez aucun problème. Le 120 Hz, pour ceux qui savent pas, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte de la fluidité dans certains jeux, c'est quand même pas mal, donc ça sera plus fluide, plus sympa. Lorsque vous allez venir naviguer aussi sur votre smartphone et dans certaines applications qui permettent de le faire, eh bien, ce sera quelque chose qui sera un peu plus agréable lorsque vous allez venir naviguer, moins saccadé, tout en sachant qu'ici, vous n'êtes pas comme dans le très haut de gamme, entre 1 et 120 Hz, vous êtes soit en 60 Hz, soit en 120 Hz, voilà. Pas au milieu, pas entre les deux, c'est soit l'un, soit l'autre, mais laissez votre smartphone le gérer intelligemment, vous verrez, vous ne serez pas embêté, donc ça, c'est très bien. Puis, un autre truc qui est intéressant, c'est que vous avez le Vision Boost, et le Vision Boost, ça fait quoi? Eh bien, ça permet à votre smartphone d'adapter la luminosité de votre écran par rapport à l'environnement. Donc comme ça, c'est totalement invisible, ça se gère automatiquement et vous êtes peinard. Autre nouveauté cette année, Samsung a changé son fournisseur de puces. L'année dernière, ils étaient chez Qualcomm. Cette année, ils ont une puce interne à Samsung. C'est un Exynos 1480 qui est une puce qui est gravée en 4 nanomètres comme ce qu'ils avaient l'année dernière. L'année dernière, c'était un Snapdragon 6 Gen 3, c'est du 4 nanomètres. On est sur la même finesse de gravure. C'est un processeur qui fonctionnera très bien pour ce que vous avez à faire dans votre smartphone. Ce qui est important à connaître, c'est la configuration. Parce qu'il y a deux configurations ici. Vous avez soit une version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, soit une version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Ma recommandation, si votre budget vous le permet, c'est de prendre le 8 256. Vous aurez plus de RAM, donc plus de fluidité, c'est quand même pas mal du tout, et plus de stockage pour stocker toutes vos photos, vos vidéos, vos souvenirs, vos films, vos séries, tout ce dont vous avez besoin, votre musique, vous n'aurez aucun problème, vous pouvez tout stocker dedans. Tout en sachant aussi que la technologie de RAM, c'est de la LPDDR5X, donc extrêmement récente, ça c'est vraiment très bien. Donc après, ce qui va changer, c'est le tarif, mais le tarif, je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Et il y a un autre truc qui a été amélioré par rapport à la génération antérieure, c'est une nouvelle chambre à vapeur. Alors une chambre à vapeur, ça sert à quoi? Ça sert à refroidir votre smartphone, notamment lorsque vous allez avoir des grandes sessions de jeu. Votre smartphone peut venir chauffer et avec une meilleure chambre à vapeur, on va mieux venir dissiper la chaleur que va émettre votre smartphone. Donc ça sera moins chaud à l'arrière, et puis un smartphone qui chauffe, c'est un smartphone qui peut perdre aussi en performance. Ici, les performances ne seront pas dégradées ou seront moins dégradées, ça va dépendre bien évidemment. Donc là, vous êtes quand même pas mal. Il faut savoir que vous avez une chambre à vapeur qui a été augmentée de 13%. En fait, c'est la même qu'il y a dans le Galaxy S25 Plus, un très haut de gamme chez Samsung, très haut de gamme de l'année dernière. Donc là, quand même, c'est pas mal du tout. La taille de la batterie n'a pas changé, 5000 mAh, recharge maximale en 45 watts. Et puis le truc qui est intéressant à connaître, c'est au niveau de la photo, parce que même si la configuration n'a pas changé, il y a des améliorations et je vais tout vous expliquer. Regardez, le capteur du centre, c'est le capteur grand angle, c'est un capteur 50 mégapixels. Le capteur du haut, là, c'est l'ultra grand angle, c'est un capteur de 8 mégapixels. Et puis le capteur du bas, c'est de la macro en 5 mégapixels. Bon, on va regarder les photos dans quelques instants, comme ça vous vous ferez votre opinion là-dessus. Et puis là, vous avez une caméra de selfie de 12 mégapixels. Donc cette configuration, c'est celle qu'on avait l'année dernière. Maintenant, il y a des choses qui ont changé. Regardez, en fait, ça a changé sur le grand angle que vous avez là. Vous avez une taille de pixels sur le capteur qui est plus grande. On passe à 1 micromètre. Ça veut dire que votre capteur ici va capter plus de lumière et sera meilleur en conditions de faible luminosité. En plus de ça, ce qui est intéressant, ici, là, vous avez une optique qui ouvre à f1.8. Donc on va capter aussi plus de lumière, donc c'est pas mal. Donc on aligne mieux les planètes ici pour capter plus de lumière, et en faible luminosité, je vous dis, ça va changer un petit peu les choses. Un peu, c'est pas mal. Stabilisation optique également ici sur le grand angle, donc ça c'est pas mal non plus. Bon, sur l'ultra grand angle et la macro, ici, il n'y a pas grand chose qui change sur la caméra de selfie non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme on a un nouveau processeur, on a une amélioration de l'ISP. L'ISP, c'est la partie dans votre processeur qui se charge de vos photos et donc de traiter vos photos. Donc meilleur traitement par rapport au Galaxy A36 5G de l'année dernière. On a également un meilleur traitement au niveau du HDR, ça c'est pas mal. Le HDR, ça vous servira, vous savez, lorsque vous allez faire des photos en extérieur et que vous avez un ciel très lumineux, vous êtes sûr que votre ciel sera pas surexposé. Le HDR va vraiment permettre de tout mettre au même niveau, à peu près, si vous voulez, c'est un peu l'idée. Donc vous êtes sûr que les différents éléments qui vont composer votre photo seront exposés correctement et justement. Donc ça c'est quand même très très bien. En plus de ça, il y a une amélioration du mode portrait également sur ce smartphone. Et il y a également un autofocus intelligent. Comme ça, vous êtes sûr que le focus se fait bien, hein, vous voyez, vous êtes tranquille, le focus il se fait bien sur votre smartphone, autofocus, ça marche bien, c'est pratique. Ça c'est bien en photo, mais c'est encore mieux en vidéo. Regardez, quand vous vous mettez comme ça, vous êtes sûr que l'autofocus va fonctionner, vous serez net tout le temps, hein, vous voyez, comme ça, on est pas mal, on est tranquille, on est content. En photo, x1, ultra grand angle, x2, c'est tout du numérique ça. x2, on vient zoomer dans le capteur. Dans tous les cas, on zoome dans le capteur. Comme ça, 50 mégapixels, ça nous arrange un petit peu. Et on est jusqu'au x10 max. Voilà, donc ça, c'est le maximum qu'on puisse faire. Ensuite, on change. On a, bien évidemment, le mode portrait ici. On regarde la caméra de selfie. Alors bon, forcément, c'est pas
The Photophone, c'est pas The Videophone. On peut faire de la vidéo avec, c'est bien d'avoir la 4K, mais bon voilà. Là, je suis en 4K 30 images par seconde, mais il faut savoir qu'il existe des modes aussi pour ajouter de la stabilisation. Donc là, je vais être beaucoup plus stabilisé dans mes mouvements, dans mes déplacements. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, je vous le recommande vraiment sur du sport, hein, mais sinon, le reste du temps, vous mettez pas ça. Et là, vous lancez un enregistrement tout ce qu'il y a de plus normal et qui marche bien. Regardez les photos. Là, c'est la photo qui est prise avec le grand angle. Je trouve qu'il s'en sort bien. On n'est pas sur les smartphones les plus haut de gamme, donc on remet ça en perspective, mais il s'en sort bien. La notion du HDR est intéressante parce qu'on voit le ciel, on voit les nuages, c'est pas cramé, ça fonctionne. Ensuite, l'ultra grand angle, il est forcément plus pâle et moins saturé. La qualité est moins bonne. Attention ici, c'est un petit peu le défaut. On vient zoomer, ensuite on est en x2, x4 et on va jusqu'au x10 et vous voyez que la qualité est pas extraordinaire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le grand angle tel qu'il est là, normal, c'est saturé, c'est bien, le HDR est bien géré, l'ultra grand angle est moins saturé, le capteur est de moins bonne qualité, forcément Samsung a fait des choix et ensuite on vient zoomer dans le capteur jusqu'en x2, on peut x4, vite fait mais pas plus parce qu'après la qualité elle se dégrade très vite. Le capteur macro, je suis pas fan, je trouve que c'est difficile de trouver le bon moment, la bonne distance. Après la qualité, je la trouve pas extraordinaire, mais ça c'est valable pour tous les smartphones dans cette gamme de prix. Ils vous mettent de la macro parce qu'il faut le faire et parce que d'un point de vue marketing c'est bien d'avoir 3 capteurs, mais je pense qu'ils pourraient s'en passer. Bon voilà, là j'ai réussi à trouver la bonne distance, c'est pas mal, mais lorsque j'ai fait la photo, je savais pas quelle était la bonne photo, donc des fois on est un peu à l'aveugle. Et après c'est toujours un peu la même chose, vous voyez, au niveau du HDR, c'est intéressant à venir regarder. La macro, sensiblement les mêmes remarques. Voilà, là je suis à bonne distance. Celle-là je suis flou, donc vous voyez, il faut trouver, c'est pas super facile quoi. Le mode portrait fonctionne dans l'ensemble pas trop mal. Vous voyez, on voit que c'est un mode portrait quand même fait par le logiciel, hein, attention ici, c'est pas un mode portrait matériel, donc il fait la photo et après il ajoute le flou. Je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt bien, on peut régler les niveaux d'intensité et ça fonctionne. La caméra de selfie, lorsque vous avez le soleil de face et que vous êtes bien éclairé, elle est plutôt bien. Regardez le résultat, je le trouve vraiment convenable. Alors, on voit que j'ai le soleil en pleine tête, regardez ma tête, la fermée, il n'y a rien qui va. Là, je l'ai mise avec le soleil sur le côté, ça m'éclaire le visage, la gestion sur les ombres sur le côté, franchement c'est pas mal du tout. Alors lorsque je me mets à contre-jour avec le soleil, il n'y arrive plus, forcément on va pas trop lui en demander ici, mais sinon ça fait le boulot. Et là il a un peu de mal, pourquoi? Si vous regardez, je suis un peu flou, pourquoi? Parce que j'ai pris la caméra de selfie, j'ai mis un retardateur à 5 secondes, et comme il n'y a pas d'autofocus sur la caméra avant, il a pas refait le point et c'est le bordel. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le grand angle, les photos sont bien, on peut venir zoomer en x2, c'est correct, l'ultra grand angle est moyen, la macro c'est pour se marrer, mais on a quand même pas mal de polyvalence sur le capteur principal grand angle et la caméra de selfie s'en sort pas mal. Vous avez ici du Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 6E. Si on veut du Wi-Fi 6E, il faudra aller sur le Galaxy A57 5G, mais le Wi-Fi 6, ça marche bien. Vous avez la possibilité d'avoir une double carte SIM, ça c'est vraiment très bien, ou alors une nano SIM et une eSIM. On peut avoir une eSIM, ça c'est très bien également. Bien évidemment, c'est un smartphone 5G, on s'en doutera. On a du Bluetooth 5.3, très bien. Bien évidemment, ce smartphone tourne sur la dernière version de One UI de Samsung, One UI 8.5, ça c'est vraiment cool, basé sur un Android 16. Donc là, vous voyez, dernière mise à jour ici, One UI 8.5. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez 6 ans de montée d'OS, donc pendant 6 ans, vous aurez les dernières versions de One UI et d'Android également, ça c'est quand même vachement cool. Et puis pendant 6 ans, vous avez aussi des mises à jour de sécurité, donc vous êtes sûr que votre smartphone sera en sécurité pendant 6 ans, donc c'est extrêmement rassurant. Et puis bien évidemment, il y a plein de trucs très cool avec One UI. On a la connexion AI aux apps dont je vous avais déjà parlé l'année dernière sur le lancement des Galaxy S25. En gros, vos différentes applications vont venir interagir avec votre assistant, donc c'est quand même pas mal du tout. On a bien évidemment entouré pour chercher. Regardez, hop, je laisse mon doigt appuyé ici, je me dis c'est quoi ce casque? J'entoure, lui il va venir chercher et il va me dire, alors Apple Vision Pro, non, pas du tout. Il est en train de rechercher casque de réalité virtuelle, il a identifié que c'était un casque de VR. En fait, c'est le Galaxy XR qui n'est pas disponible en France, c'est la raison pour laquelle il le voit pas. Il est uniquement disponible aux États-Unis et en Corée, donc il le comprend pas bien. Mais voyez, entouré pour chercher, sinon ça fonctionne vraiment bien. Et entouré pour chercher marche également pour de la traduction, ça c'est vraiment cool, également pour identifier de la musique. Donc ça c'est chouette. Vous avez également la transcription vocale. Donc là par exemple, hop, j'appuie sur l'enregistrement. Donc là je fais un enregistrement, je suis en train de vous parler, de vous expliquer la vidéo. Je vous parle de l'enregistreur vocal, je vous parle de la transcription vocale et donc là c'est en train d'enregistrer. Donc là ensuite, hop, j'arrête. Donc là il me met voix, enregistrement, j'enregistre. Donc là il va analyser. Regardez si on va dessus comme ça. Donc là j'ai ma voix qui est juste là et là hop là fonction intelligente, hop, j'appuie. Là il analyse l'enregistrement. Donc là il est en train de faire la transcription et là c'est terminé. Interlocuteur 1, ça marche avec plusieurs interlocuteurs. Il vous le marque. J'appuie sur l'enregistrement. Donc là je fais un enregistrement, je suis en train de vous parler, de vous expliquer la vidéo. Donc vous retrouvez exactement ce qui a été dit. Donc ça dans des réunions c'est vraiment bien si vous voulez vous
vous souvenir de quelque chose, c'est vraiment très pratique. Ça marche également avec vos appels téléphoniques. Si vous voulez vous souvenir de quelque chose sur un appel important pour avoir la transcription, c'est vraiment bien. Vous avez également la sélection IA. Par exemple, vous avez un numéro de téléphone qui apparaît, hop, vous pouvez le sélectionner. Lui, vous proposera d'appeler directement. C'est pratique. On a également la fonctionnalité glisser-déposer. Pour la prise de notes, c'est pas mal. Et puis, il y a la suggestion de retouche. Alors, je vous montre pour utiliser la suggestion de retouche. Je clique sur l'icône ici avec les petites étoiles pour activer l'intelligence artificielle sur la photo. Donc là, elle analyse l'image et ensuite, elle me propose des choses. Flou d'arrière-plan, remasterisé, effaceur d'objets. Remasterisé, c'est quand même pas mal. Comme ça va venir améliorer la qualité de ma photo. Donc là, ça travaille. Et là, vous voyez, j'ai un avant-après. Donc ça, c'est avant. Et après, ça a éclairci, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de couleur sur mon visage. Ouais, c'est ça, il y a un peu plus de couleur. La photo est un peu plus jolie, ça a quand même bien marché. C'est comme si on avait enlevé un espèce de voile un peu gris, vous voyez? C'est pas mal du tout. Donc ça, ok, on est bien, on peut donc soit l'enregistrer, soit pas. Et puis si on continue, vous voyez, il y a un autre truc qui est pas mal, c'est l'effaceur d'objets. Donc là, c'est pareil, il va y avoir une analyse, ça va me suggérer les éléments à supprimer. Appuyez sur un élément autour pour l'effacer. Donc là, vous voyez, j'ai l'arbre qui m'embête, je l'ai entouré. Donc là, ça reconnaît bien l'arbre, je clique sur effacer, ça fait son travail magique pour effacer le bout d'arbre qui dépasse, qui attire mon regard et qui me dérange un petit peu. Voilà, comme ça j'ai plus d'arbres, ça m'a régénéré ça, j'ai plus qu'à enregistrer une copie et c'est quand même extrêmement pratique. Le Galaxy A37 5G est disponible en configuration 6 Go de RAM, 128 Go de stockage au tarif de 449 € et en 8 256 à 529 €. On voit qu'effectivement il y a une petite différence de tarif qui est pas négligeable ici de 80 €, c'est quand même assez important. Alors moi, ma recommandation, si vous pouvez, je vous recommande d'aller sur la version 8 256. Vous aurez un meilleur stockage, vous aurez plus de fluidité. Il faut savoir que dans cette configuration, on se rapproche du tarif du Galaxy A57 5G qui sera meilleur que le Galaxy A37 5G, mais ça fait toujours rajouter un peu plus d'argent. Bon voilà, donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et quand je vous dis qu'il se rapproche du tarif du Galaxy A57 5G, uniquement dans la configuration 128 Go de stockage. Donc ici, vous auriez 256 Go de stockage. Est-ce que ce smartphone est intéressant? Moi, je trouve que d'année en année, Samsung va vraiment améliorer ses Galaxy A30 quelque chose, A35, A36, A37 en les rendant toujours plus performants, plus pertinents, plus intéressants également. Grosse batterie, très bel écran, des technologies maîtrisées, une belle expérience logicielle. Le Galaxy A37 5G est très honnêtement un smartphone extrêmement rassurant. Écosystème Samsung, pas de mauvaise surprise, il marche bien. De vous à moi, je l'aurais aimé un tout petit peu moins cher. Je trouve que pour un Galaxy A30 et quelques, on est quand même aux alentours des 500 € et bon voilà, j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu moins cher. Pour l'instant, on a un Galaxy A37 qui existe, il y a le A57 dont je vous parle dans quelques jours, il y a également le A17. Est-ce que Samsung lancera un Galaxy A27? On verra ça, peut-être qu'il viendrait rajouter une brique supplémentaire. En tout cas, ce smartphone, il est bien, il est rassurant, il n'y a pas de mauvaise surprise, les finitions sont belles, l'écran est vraiment bien. Donc si vous voulez un très joli smartphone et que vous avez ce budget-là, je vous recommande bien évidemment la version 8 256 qui sera meilleure. Si c'est un peu compliqué, la version 628 fera également l'affaire. C'est un smartphone rassurant, bien, et s'il vous intéresse, bien évidemment, je vous mets un lien juste en bas dans la description et on se parle très bientôt du Galaxy A57 5G, donc pensez à vous abonner si c'est pas le cas. Et puisqu'on parle de tech et qu'on parle de Samsung, il y a cette vidéo là, il faut aller la voir, elle est très cool et ça c'est chouette.